Comment mener efficacement sa recherche de stage? C'est une question que de nombreuses étudiantes et étudiants me posent au quotidien. Il faut dire qu'il n'est pas forcément évident de savoir comment se positionner, quels outils privilégier, comment s'organiser pour gérer ses candidatures ou savoir quel est le bon moment pour relancer le recruteur. Mais pas de panique, j'ai réuni sur ce nouvel épisode de Say Hi à ta carrière deux spécialistes RH, Camille et Delphine, qui vont te livrer tous leurs meilleurs conseils pour bien mener ta recherche de stage. Mais avant d'accueillir mes invités comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Hello Delphine, hello Camille. Salut Guillaume. Salut. Trop content d'être avec vous pour parler de ce sujet, de comment bien mener sa recherche de stage. Des conseils d'ailleurs aujourd'hui qui peuvent valoir pour une recherche d'alternance. Alors je suis très curieux déjà d'en savoir un peu plus sur vous, connaître votre parcours et pour quelles raisons est-ce qu'on se retrouve ensemble justement pour parler de ce sujet. Je te propose Delphine de lancer le bal. Ouais, enchantée à tous, ravie d'être ici. Donc Delphine, actuellement chargée des relations écoles pour l'Île-de-France, principalement et plutôt sur des métiers tournés système de mission de défense. Et pour mon parcours, donc j'ai commencé en stage chez Thales en deuxième année de cursus post-bac. Donc voilà, c'était un stage que j'avais trouvé via l'intermédiaire d'un forum. Je pense qu'on y reviendra, mais l'importance aussi des forums. Et puis j'ai fait ma dernière année bac+5 en alternance chez Thales. Et donc aujourd'hui en poste, tout à fait, sur un poste en CDI, toujours côté relations école en RH. Donc tu as toute ta place sur cet épisode puisque tu as toi-même été stagiaire puis alternante et aujourd'hui tu travailles au sein de l'équipe RH chez Thales, donc tu vas pouvoir nous partager plein de bons conseils, on a hâte de les écouter. Hello Camille, du coup de ton côté, est-ce que tu peux te présenter aussi? Bonjour à tous, du coup moi c'est Camille, je suis stagiaire actuellement du coup au service de recrutement chez Thales au niveau de la partie recrutement alternant et stagiaire. Et sinon, je suis étudiante en troisième année de licence à l'IAE à Brest. Camille, je te propose de continuer à échanger avec toi puisque tu es en stage actuellement. Donc, à mon avis, tu as mené cette recherche de stage il y a assez peu de temps. Tu as peut-être suivi quelques étapes essentielles que tu pourrais recommander à des personnes en recherche actuellement. Et j'aimerais bien avoir le son de cloche de Delphine juste après. Du coup, quelles sont les étapes essentielles à suivre pour bien mener sa recherche de stage, Camille? Dans un premier temps, je dirais, c'est d'avoir une réflexion personnelle, avoir une idée de ce qu'on cherche, le type d'entreprise et le type de poste. Moi, je savais que je voulais faire un stage dans les ressources humaines et du coup, j'ai réfléchi dans quelle branche exactement. Je me suis penchée sur le recrutement. Et sinon, ensuite, je dirais comme étape de commencer à réfléchir au type d'entreprise. Moi, je voulais faire dans une grande entreprise parce que j'avais jamais vu ça en stage et les processus sont différents que dans des PME. Voilà. Après, ça va être de commencer à faire des recherches sur les postes qui sont ouverts, candidater et après lancer toute cette partie-là. Ok, donc j'imagine que ça fait pas mal de choses. Non, je rebondis sur ce que tu disais. Je suis totalement d'accord. Je pense que le premier conseil, c'est vraiment personnaliser ses candidatures. Pas candidater, on va dire, à tout et n'importe quoi. Souvent, les recruteurs, et c'est le cas chez Thales, on a accès à l'ensemble de vos candidatures dans le groupe. Si on voit qu'il y en a 50, 60, voire plus, et que c'est pas très cohérent, ça peut avoir un impact aussi sur votre profil en tant que tel. Organiser en amont. Qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce que je cible, soit directement sur les sites carrières, soit via les forums. J'en parlais tout à l'heure en introduction. Beaucoup d'écoles, ça se fait de plus en plus, organisent des forums avec certaines entreprises. Thales est très présent sur beaucoup de forums. Alors, ça va être beaucoup les écoles d'ingénieurs du fait de nos activités, mais pas que. Et c'est le moment d'aller à la rencontre des professionnels, des recruteurs, des managers, d'aller poser ses questions et potentiellement soumettre sa candidature. Donc, plusieurs façons aussi de déposer le CV.
Ouais, ça fait pas mal de canaux, pas mal d'outils. On va pouvoir approfondir un peu autour du sujet. Alors, tu viens de dire, Delphine, qu'il fallait personnaliser sa candidature. Alors déjà, quels sont les éléments traditionnels d'une candidature? Quels sont les documents à produire et quelles sont les étapes? Alors le premier, le classique, le CV. Sans CV, Ouais, c'est vrai qu'on aura du mal à savoir ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire, mettre en avant les différentes formations. Faut que ce soit clair, faut que ce soit lisible. Voilà, des titres en gras, des petits points avec par exemple soit les matières étudiées, soit les différentes missions ou les projets, des fois scolaires, hein, quand on n'a pas de réelle expérience. Donc ouais, le premier point, le CV. Ensuite, la lettre de motivation. Je ne sais pas si Camille, tu veux peut-être en parler. Est-ce que tu en avais fait une pour Thalès, peut-être justement? Ouais, lettre de motivation, j'avais fait. Les lettres de motivation, je les structure en commençant avec une petite introduction sur l'entreprise pour montrer que je sais où je postule et que je me suis quand même renseignée un minimum. Ensuite, ouais. je fais un petit développement sur mon parcours, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais de mes études. Et ensuite, une dernière partie sur mon projet global, parce que du coup, j'ai pas du tout fini mes études pour l'instant. Donc, avoir une idée de où je vais, donner une idée d'où je vais et montrer que je sais ce que je veux faire. Ok, donc en fait, tu fais un petit teasing sur le fait que tu t'es renseigné sur l'entreprise, sur ton profil ensuite, et la projection vers l'avenir. C'est un peu ça la structure idéale d'une lettre de motivation selon toi, Camille. C'est ça. Ok, bon, ça donne déjà pas mal de bonnes idées. On a donc le CV, la lettre de motivation. Après, il y a d'autres étapes. Il y a le mail potentiellement d'envoi de sa candidature et puis le fameux entretien de recrutement. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on personnalise ces différentes étapes? Comment est-ce on se rend attractif auprès du recruteur à ce moment-là? Pour obtenir un entretien, du coup, quelles sont les étapes, quelles sont les choses à entreprendre? C'est toujours la personnalisation, c'est-à-dire vraiment cibler l'offre en question, essayer de trouver peut-être les mots-clés qui sont dans l'offre, ça peut être par rapport à des outils, à des compétences, peut-être les affecter au CV, ou bien justement dans le mail, essayer de trouver le nom du recruteur, ou bien du moins d'une personne qui travaille chez Thales, pour voilà, davantage montrer peut-être son envie et sa motivation vis-à-vis du poste. Ça peut se faire via LinkedIn. Je sais qu'on est beaucoup présent sur LinkedIn, surtout les recruteurs, de plus en plus les managers aussi. Donc c'est une autre Ouais. façon aussi de nous interpeller et d'ouvrir peut-être la conversation, voilà, pour un potentiel entretien. Donc là, concrètement, Delphine, tu conseilles aux candidats et aux candidates qui cherchent un stage ou une alternance d'aller s'orienter vers des recruteurs, vers des managers qui sont présents sur LinkedIn pour leur poser des questions. Ça peut être une bonne chose, en effet. Alors toujours C'est pas avec too la much, forme. c'est bien perçu ça par les recruteurs et par les managers. Bien évidemment, quand Ok. la forme y est et quand ce n'est pas voilà 5 messages dans la journée au même recruteur, faut voilà, je pense aussi Ouais. avoir conscience et adopter la bonne posture professionnelle, mais bien Ouais. évidemment que c'est bienvenu et au contraire, je pense que c'est appréciable. Euh, je sais pas Camille, moi je reçois des messages quasiment tous les jours et je prends le temps d'y répondre. Toi, Camille, c'est quelque chose que tu as fait justement de contacter les recruteurs, des managers, de te renseigner justement de cette manière-là via les réseaux sociaux et LinkedIn en particulier. LinkedIn, oui, pour me renseigner sur les campagnes de recrutement de stagiaires qui étaient en cours et avoir des idées des actualités sur les entreprises. Mais alors, contacter les recruteurs, non, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé. Je pensais pas que ce serait bien Ouais. reçu pour le coup. Bah écoute, c'est un super conseil du coup hein, pour une potentielle autre recherche de stage ou recherche d'alternance. Et j'ai une petite question au niveau de ton profil. Est-ce que tu l'as charté? Est-ce que tu l'as travaillé justement avant de mener cette recherche de stage en détaillant tes compétences, tes formations, en mettant une photo professionnelle, éventuellement un bandeau qui soit aussi sympathique? J'avais essayé de faire un profil assez clair et attractif, notamment sur LinkedIn. Moi, j'avais fait un bandeau sur des applications comme Canva, ça se fait très facilement. Et Ouais, oui, donner Canva, tu un titre utilises clair, beaucoup. étudiante. Ouais, Mhm. très très pratique, je trouve, ne serait-ce que pour les CV. Il y a plein de modèles qui sont très très sympas et très visuels pour le coup. Donc beaucoup plus clair en face après pour les recruteurs. Ouais, donc ça, c'est vraiment le bon conseil du jour, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiantes et d'étudiants qui, lors de leurs cours, travaillent sur leur présentation via Canva. Il est aussi possible de réaliser son CV via cette plateforme. Delphine, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça.
Oui, par rapport au bandeau, je disais que c'était important de le travailler, notamment sur le CV. Qu'est-ce que vous cherchez? Pour combien de temps? À partir de quand? C'est vrai qu'un recruteur ne passe pas 10 minutes sur un CV, donc il faut qu'on ait toutes les informations aussi lisibles, sans qu'on ait à les chercher et voilà, et à perdre du temps. Donc avoir ces Ok. informations, donc tout ce qui est date, disponible à partir de quand, dans quel domaine, c'est très important. Ok. Alors là, on a donc toutes les étapes essentielles pour mener sa recherche de stage. On a nos outils, à savoir notre CV, notre lettre de motivation. On se prépare éventuellement à passer un entretien, mais avant de se préparer à cet entretien, où est-ce qu'on va déposer son CV, sa lettre de motivation? Quels sont les outils de la recherche d'emploi les plus efficaces? Pour les outils que moi j'ai utilisés, en tout cas, je dirais Indeed et LinkedIn. C'est des sites qui sont assez pratiques et très Ok. utilisés. Et en plus, on a la possibilité de pouvoir activer des alarmes quand des offres sont publiées sur des entreprises cibles ou des secteurs cibles. Donc, très pratique pour réagir rapidement. Ouais, c'est super pratique, là, les alarmes ou les petites alertes, effectivement, que l'on peut recevoir quotidiennement lorsqu'un stage se débloque. Le stage idéal se débloque, là, go, il faut y aller, il faut foncer. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa de recevoir la notification pour avoir son CV en haut de la pile. Toi, de ton côté, Delphine, quels outils tu recommanderais aux candidates et aux candidats d'employer dans le cadre de leur recherche? Ouais, tout à fait, je rejoins ce que Camille disait, on va dire les job boards les plus classiques, LinkedIn par exemple, à savoir que Thales aujourd'hui, les offres sont en parution quasi partout, donc ne pas hésiter à aller regarder Welcome to the Jungle, LinkedIn, Westjob plutôt pour la partie Bretagne, il y a vraiment plein de nouveaux sites qui sont On très salue les attractifs Bretons et d'ailleurs, hein. très bien faits. Nous sommes bretonnes, en effet. Et dernier point, c'est pourquoi pas le déposer eux-mêmes sur LinkedIn. Des fois, nous, on peut faire un peu de chasse, on peut aller sourcer des profils, donc ça peut remonter de cette manière-là. Ou alors, s'il y a vraiment une entreprise qui nous intéresse, c'est directement sur le site carrière. Alors là, on a utilisé vraiment toutes les meilleures méthodes pour préparer sa candidature et l'envoyer via les meilleurs canaux possibles, notamment WestJob si on cherche à postuler en Bretagne. Je crois qu'il y a pas mal d'opportunités justement sur le territoire chez Thales. Maintenant, on est contacté par un recruteur, par une recruteuse qui nous propose un entretien en visio ou en présentiel. Alors là, franchement, le stress monte en général hein, chez les candidats. Comment est-ce qu'on se prépare? On se met devant sa glace, on répète. Comment on se prépare à un entretien? Franchement, c'est pas évident quand on est un peu stressé. Ouais, c'est pas évident, surtout que généralement, bah, ce sont les premiers entretiens. Ça peut être le premier stage. Chez Thales, on commence généralement par l'entretien technique, c'est-à-dire l'entretien avec le futur tuteur ou la future tutrice. Donc, premier conseil, c'est s'imprégner bien de la fiche de poste, parce Ok. que là, il va davantage expliquer l'environnement, les missions, en quoi cela va consister. Donc, avoir conscience et puis poser ses questions, se montrer curieux. Et ensuite, la partie RH, c'est plus la continuité. Là, ça va être montrer sa motivation et montrer qu'on a voilà compris aussi en quoi cela allait consister au-delà du descriptif de poste, puisqu'il y a eu D'accord. l'entretien technique. Donc en fait, on doit pouvoir réciter presque par cœur la fiche de poste. En tout cas, on doit bien la connaître et ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise. Et c'est vrai que lorsqu'on connaît quelque chose par cœur, ça nous permet de lutter contre le stress. Ça nous permet d'éviter de potentiellement bégayer ou d'avoir les petites sueurs froides lorsqu'une question se pose autour d'une mission qu'on n'avait pas forcément identifiée. Et est-ce qu'il faut poser des questions lors de cet entretien? Est-ce que c'est une bonne pratique, toi, Camille? Je ne sais pas, lors de ta recherche de stage, est-ce que tu as eu l'occasion de poser mille et une questions ou peut-être juste une ou deux? Est-ce que c'est bien perçu d'ailleurs par les recruteurs? Ça fait plein de questions en une, là, je t'avoue. Bah, poser des questions d'entretien, oui, je pense que c'est vraiment bien vu. Et pour le coup, ça rejoint le fait de relire la fiche de poste avant d'arriver et la connaître. Si on sait pourquoi on passe un entretien, on saura les questions qu'on veut poser pour avoir plus de détails aussi. Je pense que c'est vraiment bien vu. Ça veut dire qu'on y a réfléchi, qu'on s'est intéressé et que on n'a pas postulé juste pour trouver un stage. Ok, ouais, effectivement, de montrer qu'on habite presque la mission qui nous est proposée, la mission à laquelle on adhère. Donc bien connaître la fiche de poste, bien se préparer à l'échange. Et si jamais on a des questions, des doutes sur certaines missions, eh ben on les pose. On est vraiment sur un échange d'égal à égal. En tout cas, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites. Maintenant, j'ai quand même une autre question, c'est de savoir s'il y a des erreurs que vous rencontrez régulièrement dans le cadre des entretiens que vous menez, des erreurs qui sont potentiellement à éviter. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus à nous donner?
Peut-être manquer de synthèse parfois. C'est vrai qu'on commence généralement par présentez-vous, qu'avez-vous fait en termes de formation, expérience. Et c'est vrai que certains passent 15-20 minutes, voire plus. Ça me paraît un peu long. L'objectif, je pense, c'est de revenir sur les différentes étapes et ensuite peut-être de laisser du coup le recruteur aller un petit peu creuser, poser ses questions. Donc des fois, ça peut être négatif. Voilà. Être synthétique est déjà un premier conseil. Après, d'autres erreurs. Ou des anecdotes, hein. Moi, j'avoue que je suis assez féru d'anecdotes. Des petites anecdotes un peu sympas. Je ne sais pas si vous en avez. Sans citer de nom, hein, évidemment. Je pense que les candidats nous en voudraient. Moi, j'aurais dit l'inverse de Delphine au niveau des entretiens. Il y a des personnes que, du coup, vu que je suis en stage en recrutement aussi, je le vois. Il y a des personnes qui ne développent pas du tout leur réponse quand on leur demande. Ok, ouais. Donc en fait, en tant que recruteur ou recruteuse, on a l'impression de leur tirer les verres du nez, quoi. C'est un peu compliqué. C'est exactement ça, ça peut être frustrant. On se dit, mince, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de retour? Un simple oui, un simple non, voilà, faut quand même aller un petit peu plus loin dans ses idées. Alors sans parler durant 10 minutes non-stop, du coup ça rejoint mon premier conseil. Je pense voilà, pour faire pencher la balance entre les deux pour le coup. Ok, je vois vraiment, on démonte sa motivation en exprimant ses volontés tout en étant synthétique. On monte sa motivation sans pour autant en faire des tonnes. Et l'idée, c'est d'avoir quand même un équilibre en termes d'échange, hein. J'imagine, entre les questions qui sont posées par le recruteur, ses constats, et puis nous, les questions qu'on va poser et nos propres motivations. On est vraiment dans un échange. Exactement. Ok. Exactement, car des fois, à trop en dire, on peut se perdre aussi, justement, et perdre le fil conducteur, et on se dit, mince, où j'en étais à la base, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, ça peut être aussi un conseil, faire des phrases, voilà, pas courtes, mais des phrases, voilà, encore une fois, synthétiques, avec pour objectif de répondre à la question qui a été posée. Ok. Alors, imaginons, voilà, je suis candidat ou candidate et je sors d'école, d'une université, ou d'ailleurs même sans forcément avoir de diplôme, parce que je crois que chez Thales, vous recrutez à tout niveau, vous recrutez des potentiels aussi sur n'importe quel type de compétences. Enfin, voilà, on a même d'ailleurs un épisode qui est le premier épisode de cette série de podcasts sur comment se reconvertir quand on est un profil expérimenté. J'invite les auditeurs et les auditrices à l'écouter également. Maintenant, comment passer du statut de candidat au statut de super candidat? En gros, comment se démarquer dans le cadre de sa recherche de stage ou de sa recherche d'alternance? Franchement, c'est une question à Ah, 100 000 elle euros est là, hein. difficile, Elle est elle est difficile comme question. petite question un peu Euh, challenging, mais voilà. Je peux meubler si vous voulez le temps que vous cherchiez la réponse. Non, je pense ceux qui se démarquent en entretien sont ceux qui ont bien appréhendé l'environnement et l'émission, sont ceux qui se sont montrés curieux, qui ont su poser des questions sur tout aspect, hein, ça peut être d'un point de vue RH, sur l'organisation, sur des fois même notre propre parcours. Des fois, les candidats nous reposent des questions et du coup, en tant qu'alternant ou stagiaire, c'est vrai qu'on a aussi ce background. Euh, et sont ceux peut-être qui restent actifs après les entretiens aussi, qui vont nous écrire, D'accord. qui vont nous remercier, qui vont peut-être nous relancer 2-3 semaines après. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Ah bah attends, j'ai bien envie de rebondir là-dessus. C'est bien vu du coup de relancer. On relance quand d'ailleurs? On relance le lendemain, le surlendemain, on relance combien de fois? Quelle est la bonne pratique dans le domaine du recrutement? Alors, je pense que ça dépend aussi des usages de chaque recruteur. Je sais qu'en fin d'entretien, généralement, je leur donne une petite date. Je reviendrai vers vous dans 1, 2, 3 semaines selon le process. Et je leur dis toujours, ne pas hésiter à me relancer si vous avez une contre-proposition, ne pas hésiter à me relancer, voilà, si vous voyez que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc, généralement, je leur Mhm. donne déjà une idée. Alors, le lendemain, non. Mais par rapport à ce que j'ai dit, si je prends un peu plus de temps, c'est tout à fait acceptable. Et au contraire, ça montre encore la motivation. Et c'est vraiment un plus, ça. Même pour toi, Camille, quand un candidat ou une candidate te relance, c'est vraiment un plus, ça te démontre sa motivation et ça te donne envie d'aller plus loin. Un candidat qui te relance pas, c'est presque un no-go, quoi. Un candidat qui relance pas, ça veut pas dire qu'il est pas motivé. Il y en a qui osent pas, mais c'est vrai que oui, les personnes qui relancent. Là, on a eu un cas d'une personne qui avait une proposition ailleurs et qui nous a relancé parce qu'il avait vraiment un très très fort intérêt pour Thalès. Et là, du coup, ça montrait vraiment sa motivation et au final, on l'a pris, donc il a bien fait. Ouais, ouais, bah, je comprends.
Alors moi, ce que je vois aussi, c'est que les candidats, en général, ils recherchent beaucoup d'informations donc sur les plateformes de recrutement. Bon, clairement, le site recrutement de Thales regorge d'informations. Et d'ailleurs, ce podcast est aussi là pour aiguiller les candidats vers le meilleur job possible et imaginable. Après, on a aussi tout un tas d'articles en ligne, de sites d'avis en ligne. On peut aussi se faire sa propre idée du coup d'un stage et d'une alternance à travers ça. Est-ce qu'il y a voilà, des plateformes, des outils sur lesquels on peut se renseigner sur les missions proposées, les missions de stage, pour découvrir la culture d'entreprise, les valeurs de la boîte, si cette boîte finalement peut faire sens pour nous? Le mieux, et je pense là où on trouvera les meilleures informations, c'est directement sur le site de l'entreprise, où Ouais, normalement et généralement, voilà, les nombreuses valeurs ou autres sont mises en avant, ou bien suivre l'entreprise encore une fois sur les différents réseaux sociaux, où ok. voilà, pas mal d'articles peuvent paraître sur toute thématique, le bien-être au travail, après un stage, une alternance, est-ce qu'on peut être embauché, quelles sont les poursuites, quelles sont les perspectives d'évolution. Donc Ouais. le meilleur retour serait vraiment l'entreprise en tant que telle, je pense. Mais alors Delphine, tu me dis en fait qu'il faut suivre l'entreprise sur les médias sociaux. Je sais que par exemple Thales est présent sur Instagram. Je suis candidat ou candidate, je me connecte à la page Thales, je la suis. Maintenant, j'ai quand même des photos potentiellement un peu perso, des photos de vacances. Est-ce que ça peut pas m'être préjudiciable que de suivre Thales sur Instagram ou une autre entreprise d'ailleurs, alors que mes photos perso sont visibles de tous? Ça peut l'être, peut-être adopter deux comptes, un compte personnel, un compte professionnel, peut-être aussi se mettre en privé pour que tout le monde n'ait pas accès justement aux photos un peu plus voilà, privées, encore une fois, avec les amis ou autres. En effet, il faut faire attention à son image sur les réseaux sociaux. Ça peut avoir un Ouais, impact en tant que recruteur. On peut aussi aller chercher si vraiment on le souhaite. Donc honnêtement, bien soigner ouais. son image, même à l'externe. Ouais, et puis ça peut être juste le temps de la recherche de stage, hein, c'est possible aussi. Toi, Camille, de ton côté, est-ce que tu as été, enfin, c'était un point de vigilance pour toi, le fait de suivre les entreprises sur les réseaux sociaux, mais pour autant de pas tout dévoiler potentiellement de ta vie privée, qui n'a pas forcément grand-chose à faire dans la vie pro? Moi, j'ai fait attention à ça et du coup, j'ai pas du tout commencé à suivre des entreprises sur Instagram. Sur LinkedIn, oui, beaucoup, mais pour vraiment séparer le côté perso et pro. Ok, ça marche. Euh, on va arriver sur la fin de notre enregistrement. Maintenant, il y a quand même un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. C'est vrai qu'il y a souvent en fait je veux dire, un Instagram versus réalité dans les stages. C'est-à-dire que parfois, on a une offre de stage qui présente des missions vraiment de qualité, une mission ultra vendeuse. Et lorsqu'on se retrouve en stage, on se retrouve finalement à faire le café ou à avoir un stage photocopieuse, hein. Je caricature volontairement. Comment est-ce qu'on peut être certain aujourd'hui de tomber sur un stage de qualité avant même de signer son contrat de stage? C'est pas évident hein, comme Ben, question, mais déjà, c'est vrai que voilà, entre ce qui est affiché et ce qui est réel, comment est-ce qu'on peut le valider? je pense que déjà l'avantage chez Thales, c'est que on fait un entretien technique donc directement avec la personne qui sera le tuteur de l'étudiant et donc ça permet de d'avoir directement en face de nous la personne avec qui on va travailler. Je pense que c'est très important quand on est en stage et quand on est étudiant et qu'on est jeune de travailler avec quelqu'un qui est pédagogue et qui a vraiment envie de transmettre ses compétences. Donc ouais, je pense que ça c'est un bon avantage de pouvoir rencontrer les personnes avec qui on travaillerait. Ok, t'es d'accord avec ça, Delphine aussi? Ouais, tout à fait. Et puis en tant que RH, du coup, fixer plus relation école, on a aussi cette mission de suivre les stagiaires. Donc on est à leur disposition. On peut faire des points aussi avec eux les premières semaines, hein, suivant leur intégration, pour s'assurer justement que les missions sont en cohérence par rapport à ce qu'on leur avait vendu entre guillemets en entretien, qu'ils se sentent bien, qu'ils sont intégrés, qu'ils sont accompagnés. Donc on fait vraiment tout en sorte chez Thales pour que ça se passe de la meilleure des façons. Mais c'est vrai qu'en amont, comment déceler les entreprises peut-être un peu plus toxiques, ça c'est autre chose. C'est encore plus Ouais. compliqué, mais chez Thales, on a vraiment ce devoir de les accompagner et d'essayer de trouver, voilà, dès qu'il y a une faille, mais c'est rare, honnêtement, ça se passe toujours très bien. On a cette culture aussi où on embauche beaucoup de stagiaires, donc on a l'habitude de les accompagner. Ouais, et est-ce que pour justement aborder cette recherche de la manière la plus sereine possible, il serait pas important de réfléchir à des critères particuliers dans le cadre de sa recherche de stage, savoir ce qui nous plaît réellement, les points positifs, les points essentiels de notre stage et ceux qui sont clairement des no-go, quoi.
en gros, s'il y a ça dans mon stage, clairement, j'irai pas, quoi. Parce que il y a des critères comme ça auxquels il faudrait absolument réfléchir avant de se lancer. Durant le processus, peut-être un recrutement et un processus de recrutement très long avec 2, 3, 4, 5 entretiens, avec des tests. C'est vrai que pour un stage, j'en vois pas l'utilité et ça peut mettre la puce à l'oreille en se disant bon, si c'est déjà comme ça en entretien, comment ça va se passer réellement dans l'entreprise. Donc c'est peut-être un point. Sinon, se renseigner sur l'entreprise, justement sur la culture. Est-ce qu'ils ont pour habitude d'embaucher des stagiaires? Est-ce que c'est la grande première? Est-ce que peut-être dans mon école, des anciens de mon école ont déjà effectué un stage chez cette entreprise? Voilà, faire sa petite enquête en amont, je pense que c'est utile. Ouais, on est des petits enquêteurs en fait, on est un peu les petits reporters version recherche de stage. Ok, ça marche, ça nous fait vraiment beaucoup de bons conseils, hein. Merci beaucoup pour tout ça. Alors je vous propose un petit challenge de fin. Est-ce que vous pourriez me résumer tout simplement en une phrase peut-être un petit peu compliquée ou quelques mots, j'en sais rien, mais voilà, un petit résumé autour de cette thématique du jour, comment bien mener sa recherche de stage. Camille, est-ce que tu peux nous faire ton petit résumé en une phrase? Le résumé du coup de ce podcast, je pense que ce serait de réfléchir et d'être clair après quand on donne les informations au recruteur en face. Ok, ça marche. Être clair et réfléchi, franchement c'est un super résumé. Merci beaucoup Camille. Et toi Delphine? Ouais, tout à fait. 3 mots également, la personnalisation, on en a beaucoup parlé, la curiosité, que ce soit en amont, pendant ou après, et la proactivité durant tout le process. Avec ceci, je suis sûre que vous trouverez le stage de vos rêves. Eh ben canon, en plus ce sont des qualités a priori qu'on retrouve une fois qu'on est salarié chez Thales. Je crois que ce sont des qualités humaines qui sont assez essentielles au boulot, qui sont accessibles chez vous. Merci beaucoup Camille, merci Delphine, c'était franchement passionnant. J'espère que ça aura pu aider les auditeurs et les auditrices en recherche de stage ou d'alternance qui nous écoutent. Et puis je vous dis à très vite, peut-être en Bretagne, qui sait. À bientôt Guillaume, merci beaucoup. Merci Guillaume. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.